Mars 1945. Dans un coin perdu de l'Europe, une mission secrète se prépare. Un groupe d'hommes lourdement armés progresse en douce vers 2 villas dans le nord de l'Italie. Ces maisons abritent un quartier général des Allemands, juste derrière les lignes de l'Axe. L'assaut est dirigé par 2 hommes. Michael Lees, un espion envoyé par le SOE, un service secret créé par Winston Churchill. Et Roy Farran, un agent du SAS qui n'est pas supposé participer à cette opération. Il travaillait derrière un bureau, mais il rêvait d'adrénaline et d'action. La mission n'aurait pas dû être exécutée. Le haut commandement allié l'avait annulée. En désobéissant aux ordres, ces 2 hommes risquent la cour martiale. Vont-ils la réussir? Vont-ils être tués? Ou finiront-ils en prison? Au cours de la dernière année de la guerre, l'Italie est un pays divisé. Le dictateur Mussolini a été renversé 15 mois auparavant. Les Italiens ont changé de camp et dans le sud du pays, ils se battent aux côtés des Alliés. Les Allemands occupent le nord de l'Italie avec l'aide des fascistes italiens. L'avancée des Alliés vers le nord est stoppée durant l'hiver entre la vallée du Pô et la chaîne des Apennins. Les commandants des forces alliées veulent continuer à harceler les forces allemandes. Il faut semer la pagaille derrière les lignes ennemies avant l'offensive majeure qui sera lancée au printemps suivant. Cet homme est Michael Lees, du SOE. Michael Lees a toujours adoré l'aventure. Il s'engage dans l'armée dès le début de la guerre. Il est envoyé en Inde, puis dans le Sahara, où il est affecté à un bataillon de parachutistes. Lees est toutefois déçu par le manque d'action. Il décide de s'engager au SOE, la direction des opérations spéciales. La mission initiale du SOE était de harceler l'ennemi dans les pays européens qui l'occupent. Lees décide de bluffer les recruteurs du SOE. Il m'a raconté l'histoire de son engagement. Il s'est présenté sur place et il a dit qu'il était parachutiste et qu'il voulait travailler pour eux. Il fait ses preuves en se battant aux côtés des partisans en Yougoslavie. Il devient rapidement un agent chevronné, féru de missions dangereuses. Il profite de son expérience pour une nouvelle mission au nom de code Enveloppe. C'est la 3e que le SOE lui confie. Cette fois, il doit collaborer avec des partisans italiens. Un Dakota transporte Michael Lees dans le nord des Apennins, une région italienne occupée par les Allemands. En plein jour, le Dakota survole la zone de parachutage. Lees saute le 3 janvier 1945. Il se pose près du village de Febio.
sur les contreforts des Apennins. Lise se met aussitôt à la recherche des partisans. Ils se cachent dans les montagnes qui s'élèvent autour du site de parachutage. Ces partisans font partie de la division Reggiani. C'est un groupe disparate qui comprend des membres ayant des opinions politiques différentes, mais la plupart sont communistes. Ce groupe compte aussi un certain nombre de soldats ayant déserté l'armée allemande. La plupart sont d'anciens prisonniers russes intégrés de force dans des unités allemandes. Certains des partisans portaient une arme allemande et un grand foulard rouge autour du cou, surtout les communistes. D'autres étaient bardés de munitions, ils avaient l'air terrifiants. Mais les apparences sont trompeuses. Bien que les partisans semblent redoutables, ils se révèlent brouillons et désordonnés. Lise est chargée de coordonner leurs opérations. Les partisans possèdent un atout d'importance, ils connaissent parfaitement le terrain où ils opèrent. Les contreforts des montagnes offrent une bonne protection. Leur accès en véhicule n'est pas facile. Les partisans tiennent aussi tous les cols stratégiques. Les Allemands stationnés au bas de la vallée s'aventurent rarement dans le territoire des partisans. Les partisans n'ont aucun mal à se cacher dans les forêts. Michael Lees, l'agent du SOE, profite ainsi d'un certain degré de sécurité. Lees s'installe sur les pentes du village de Secchio, rapidement surnommé la mission britannique. Mais Lees dispose seulement d'une poignée de partisans. Ils se mettent à recruter des hommes de la région, avec une préférence pour ceux sachant parler anglais. Parmi eux, Bruno Gimpel. Né en Angleterre, cet adolescent de 17 ans vit en Italie depuis le début de la guerre. Je vivais dans un petit village du nord de l'Italie et on m'a demandé de porter un message à la mission britannique, plus haut dans la montagne. Je me suis rendu à la mission et j'ai été reçu par le capitaine Lees. Je lui ai dit que j'avais un message pour lui. Il m'a dit: un message, tu parles anglais? J'ai répondu que oui, que j'étais né en Angleterre. Et il m'a demandé de rester avec lui. Bruno Gimpel découvre rapidement la nature du capitaine Lees. Il vit avec lui dans cette maison à Secchio. Mon premier souvenir de Michael Lees, c'est qu'il était entièrement focalisé sur sa mission. Il voulait effectuer des opérations. La guerre se terminait et il voulait avoir sa part d'action. Il recherchait la gloire. Je ne veux pas paraître méchant, mais il était très égocentrique. Il ne laissait pas beaucoup de place aux autres. Il n'y en avait que pour lui. Après avoir contacté différents groupes de partisans, Lees crée une base d'opération et instruit ses hommes. Mais il lui manque des armes. Une zone de largage est choisie près du village de Casebalocchi. Des Dakota larguent du matériel. Des fusils, des armes anti-chars et des armes très appréciées par les agents du SOE, dont des pistolets mitrailleurs Sten.
C'est une arme symbole du SOE. Elle est rustique, elle est assemblée avec quelques points de soudure. C'est du 9 mm, et comme toutes les armes allemandes de poing étaient du 9 mm, il suffisait de prendre les munitions des ennemis qu'on tuait. Une fois armés, les partisans sont désormais sur le pied de guerre. Lise demande aux partisans d'intensifier leur raid contre les Allemands. Les partisans se lancent à l'assaut des colonnes ennemies, augmentant le nombre de patrouilles et d'embuscades le long des routes. Ils harcelaient les Allemands, ils coupaient des lignes téléphoniques, faisaient exploser des trains ou des voies ferrées, attaquaient des convois ennemis. Ils frappaient et disparaissaient aussitôt. C'était ça la vie des partisans. Lise fait le tour des groupes de partisans pour les inciter à lancer des opérations. Cette vie était chaotique, dangereuse et sale. Parfois, on devait fuir avec les boches aux fesses. D'autres fois, on allait rendre visite à un groupe de partisans. On sillonnait toute la région. On allait aussi voir d'autres missions, car chaque province avait sa propre mission britannique. En février 1945, Michael Lees reçoit une information très intéressante. Elle est fournie par un déserteur autrichien qui s'appelle Hans. Il était affecté dans une unité allemande de parachutistes. Il a rejoint les partisans italiens avec son camion de l'armée allemande. Oui, je me souviens très bien de lui. Grand, blond. Je ne l'aimais pas du tout. Hans semble pourtant impatient d'en découdre avec les Allemands. Il révèle à Lise qu'un quartier général allemand est situé dans le hameau de Bottege, à 50 km dans le bas de la vallée. Lise peut-il se fier à Hans? S'agit-il d'un piège? Lise décide de récolter plus d'informations. Il veut être certain que le hameau abrite bien un quartier général allemand. Et si c'est le cas, il veut savoir si ce QG allemand peut contribuer à ralentir l'avancée des Alliés lors de l'offensive du printemps. Il demande l'intervention de l'arme secrète des partisans, les Staftas. Les estafettes étaient des messagères. C'était comme ça au début. Avec le temps, elles ont pris de plus en plus d'importance. Ce sont de jeunes femmes recrutées par les partisans pour recueillir des informations auprès des Allemands. L'espionnage était très important. Pour faire de la résistance, il faut détenir un maximum d'informations sur l'ennemi. Les Boches ne pouvaient rien contre nous si on savait tout sur eux. Elles espionnent les Allemands en faisant usage de leur charme et en s'acoquinant avec eux. Une de ces jeunes femmes se rend à Bottege. Elle parle avec les sentinelles allemandes qui confirment la présence du QG. Elles fournissent aussi des indications précises sur les maisons. Deux villas bordent la route qui conduit à Bottege. La villa Rossi et la villa Calvi. Elles se trouvent à 150 mètres l'une de l'autre. Elles abritent le quartier général du 51e corps de montagne et du 14e groupe blindé. C'est le commandement d'une grande partie de la ligne de front allemande. La villa Calvi abrite le QG et le centre de communication. La villa Rossi, les soldats et d'autres services. Le général responsable de cette section majeure séjourne régulièrement sur place. C'est un dispositif capital pour les Allemands.
Si Lees peut détruire ces villas et faire prisonnier ou tuer le général, il décapiterait la structure de commande des Allemands sur une grande portion du front. L'occasion est trop belle pour Lees. Il y voit la chance de jouer un rôle majeur pour la victoire finale. Lees tenait absolument à faire cette opération, c'est ce qu'il attendait depuis toujours. Le moment est crucial. Les Alliés sont sur le point de lancer la grande offensive du printemps. Le haut commandement allié fixe le début de l'assaut au 6 avril 1945. Lees dispose de 2 mois pour préparer son opération. Le commandement allié souhaitait qu'au moment du lancement de l'offensive, l'armée allemande soit plongée dans le chaos. Lees ordonne à son opérateur radio de demander le feu vert. La réponse du QG est affirmative. Le raid est baptisé Opération Tombola. Mais Lees a un problème. Les partisans font de bons combattants pour des opérations de sabotage ou des embuscades, mais pas pour une opération commando qui exige des soldats chevronnés. Des hommes rompus au combat, capables de transcender les partisans et de mener l'opération d'une main de maître. Lees demande l'envoi d'agents du SAS, le Special Air Service. Ces agents sont des soldats d'élite. Le SAS a été créé en 1941 par le colonel David Stirling. Cette unité a bâti sa réputation en attaquant les stocks de provisions de l'ennemi loin derrière leurs lignes. Leur véhicule préféré est la Jeep. Les agents du SAS exploitent à merveille les qualités de ce véhicule tout-terrain. Ils le bardent d'armes et de provisions. Grâce à la Jeep, les agents du SAS couvrent de grandes distances. Ce sont des guerriers d'une efficacité redoutable. L'opérateur radio m'a dit que les agents du SAS étaient des types qui sautaient en parachute avec leurs couteaux serrés entre les dents. Ils ont accompagné les Alliés en France au mois de juin 1944 pour effectuer des opérations commando. Ils sont venus avec leur Jeep. Ce sont les soldats parfaits pour une opération périlleuse. Au QG du SAS en Italie, la nouvelle de l'opération Tombola atterrit sur le bureau de cet homme. Roy Farran. C'est un des soldats les plus décorés à avoir rejoint le SAS. Roy Farran est un combattant au bout des doigts. C'est un dur à cuire. Il s'est battu dans le Sahara et en Crète. Physiquement, Farran ne correspond pourtant pas au stéréotype du guerrier pur et dur. C'était un homme très sympa, toujours calme et aimable. Si je l'avais croisé dans la rue, je ne l'aurais jamais pris pour un soldat d'élite. Il jouissait d'une réputation extraordinaire. En 1942, il échappe de peu à une mort certaine. Mais il a une réaction inattendue. Farran a eu l'impression d'être ressuscité et qu'il pouvait risquer sa vie autant de fois qu'il voulait. À partir de ce jour, il dédie sa vie aux opérations les plus dangereuses. Farran éprouvait une vraie excitation au milieu de l'action. Il adorait frôler le danger et la mort.
C'est le type d'aventurier stoïque et charismatique dont le SAS a besoin. Mais à ce stade de la guerre, les opérations commando se font rares et Farhan se voit confier un poste de gratte-papier dans les bureaux du QG du SAS. En entendant parler de l'opération Tombola, la destruction d'un QG ennemi, Farhan conçoit aussitôt un plan. Le 6 mars 1945, un groupe de parachutistes du SAS s'apprête à monter à bord d'un Dakota sur une base aérienne proche de Florence. Farhan demande à ses supérieurs l'autorisation d'accompagner les agents du SAS pour les saluer lors de leur parachutage. Les agents du SAS ont rendez-vous avec Lise. Pour cette mission, ils seront privés de leur Jeep. Au début, en tout cas. L'avion arrive à destination et les agents du SAS sautent en parachute. Soudain, Farhan s'empare d'un parachute et saute à son tour. Cet acte de désobéissance peut ruiner sa carrière militaire. Il prétend être tombé accidentellement de l'appareil. Il appelle sa base pour lui dire que comme il est sur place, il peut aussi bien prendre les commandes de l'opération. Vous pensez qu'il a sauté volontairement? Bien sûr. Bien sûr. Il voulait participer à cette opération. Ce n'était pas le genre d'homme à rester derrière un bureau. Loin de là. Lise et Farhan ne perdent pas de temps pour préparer l'assaut du QG allemand. Dans les jours qui suivent, Farhan demande des renforts et des armes lourdes. Les agents du SAS affûtent leurs armes. Farhan réussit à se faire livrer tout ce qu'il souhaite. Les agents du SAS disposent du matériel qu'ils affectionnent. Des mitrailleuses, des mortiers de calibre 70 mm et même d'un Pack Howitzer, un canon léger de calibre 75 mm. Tout est largué en parachute. Bientôt, les agents du SAS sont une quarantaine. Les nouveaux arrivants font honneur à leur réputation. Ils étaient excellents, très professionnels. Des durs à cuire. Des durs à cuire. Farhan formule une dernière exigence. Et une fois de plus, il démontre qu'il peut obtenir tout ce qu'il veut. Comme ce joueur de cornemuse, parachuté avec son instrument et ses armes pour participer à l'opération Tombola. Quand les Italiens ont vu atterrir ce joueur de cornemuse avec son instrument, ça les a complètement estomaqués. Farhan attend deux choses de ce joueur de cornemuse. D'une part, gonfler le moral des troupes. D'autre part, montrer aux Allemands qu'il s'agit d'une opération britannique, afin d'éviter qu'ils exercent des représailles contre la population locale. Le plan pour l'opération Tombola est relativement simple. Le groupe d'assaut comprend une centaine d'hommes.
Lise est accompagnée de son garde du corps surnommé Black Bats et de 40 partisans. 40 déserteurs russes se joignent au groupe, ainsi que Hans, l'Autrichien, et 20 agents du SAS sont sous les ordres de Farhan. Les autres SAS resteront en arrière avec d'autres partisans pour défendre le camp de base. Selon le plan de bataille, le groupe se divisera en deux pour prendre d'assaut les deux villas. La villa Calvi qui comprend le centre de communication et la villa Rossi où loge le personnel et les soldats. Mais il y a un problème. Les villas sont protégées par 60 hommes et une force de 300 soldats est stationnée à 3 km. En prenant en compte les positions anti-aériennes aux alentours, les Allemands sont 500. Farhan décide d'utiliser les déserteurs pour former un périmètre défensif qui tentera d'empêcher les renforts de parvenir jusqu'aux villas. Bien que moins nombreux, les membres du commando ont l'avantage de l'effet de surprise. Le 21 mars 1945, l'opération reçoit le feu vert du haut commandement allié. Tout est prêt pour passer à l'action. Le groupe entame sa descente vers la vallée pour rejoindre les deux villas situées à 50 km. Mais un problème surgit. Le quartier général des Alliés est pris de doute. Il finit par envoyer un message pour annuler l'opération Tombola. Pour Farhan et Lise, la déception est énorme. Mais la décision risque de courroucer les partisans qui sont particulièrement honorés de participer à cette mission et qui pourraient considérer l'annulation comme un manque de confiance. Tout était déjà organisé dans les moindres détails. Les 3 ou 4 groupes avaient été répartis. On avait été envoyés à différents endroits et on devait se retrouver le jour J. Tout était organisé. Lise et Farhan prennent une décision capitale. Ils décident de désobéir à cet ordre. Ils risquent la cour martiale, l'expulsion de l'armée et même une peine d'emprisonnement. Ils descendent dans la vallée. Le groupe d'assaut est lourdement armé avec des mitrailleuses Bren, des fusils mitrailleurs Sten et Thompson et un bazooka. Ils effectuent une marche forcée pour atteindre le bas de la vallée. Ils accomplissent les 50 km en 24 heures. Les hommes se reposent dans une ferme et attendent la tombée de la nuit. Dès qu'il fait noir, les résistants et les agents prennent leur position. Il faut se rappeler que le QG allemand se trouvait dans une plaine occupée par les fascistes et l'armée allemande. Il leur était impossible de s'approcher des villas en plein jour. Nos hommes ont dû s'approcher en se faufilant et en rampant. Les hommes du SAS et les partisans se dirigent droit vers la villa Calvi, qui héberge les officiers et le matériel de communication. Puis, ils passent à l'attaque.
La nuit résonne de rafales de mitrailleuses et de la mélodie de Highland Laddie entonnée par le joueur de cornemuse. Les hommes prennent d'assaut la villa par l'arrière. Ils visent la porte d'entrée avec le bazooka, mais ils ratent l'objectif. Malgré cet échec, plusieurs agents du SAS s'infiltrent à l'intérieur et prennent possession du rez-de-chaussée. Mais les Allemands résistent bien. Ils parviennent à tenir l'étage. Les hommes du commando imaginent un plan de secours. Ils mettent le feu à l'édifice pour prendre les Allemands au piège. Les gardes allemands de la Villa Rossi sont alertés par l'attaque de l'autre villa. Les partisans perdent l'élément de surprise. Les agents du SAS et Michael Lees prennent la villa d'assaut et parviennent à l'intérieur malgré le feu nourri des Allemands. Leur objectif est de trouver le général et de le tuer. Mais ici aussi, les Allemands parviennent à tenir le premier étage. Les combats font rage à l'arrière des deux villas. Les soldats allemands de la garnison arrivent en renfort. Ils sont attendus par les déserteurs russes. Les Allemands foncent sur eux. Farhan avait disposé tous les Russes et les Italiens en demi-cercle autour du village. Et il tirait en direction des soldats de la garnison allemande qui se précipitaient vers les villas. Ça a donné lieu à un véritable massacre. Je ne sais pas combien d'Allemands ont été tués, mais il y en a eu beaucoup. Après 20 minutes d'une bataille féroce, Farhan ordonne à tous les hommes de battre en retraite. Un grand nombre d'Allemands ont péri dans l'assaut, ainsi qu'un commandant. Mais les agents du SAS ont raté de peu le général en chef du front. Les deux villas sont en flammes, les appareils allemands de communication sont anéantis. Le raid est un immense succès. Le groupe de résistants et d'agents du SAS regagne rapidement les collines. Exténués, les assaillants se regroupent dans la montagne pour évaluer leurs pertes. Trois agents du SAS ont été tués. Il y a aussi de nombreux blessés. Michael Lees, l'agent du SOE, a été blessé par des éclats d'obus et des balles au cours de la bataille pour l'escalier de la Villa Rossi. Il n'est pas revenu des opérations. 6 assaillants faits prisonniers par les Allemands sont exécutés sur place. Michael Lees a sans doute subi un sort similaire. Farhan attend désespérément des nouvelles de son compagnon d'armes. Il en reçoit enfin. Lees est vivant. Il se cache dans la vallée.
mais il est en danger. Il a 3 blessures graves. Un nerf est touché dans une de ses jambes. Il doit être rapidement soigné dans un hôpital, sinon il risque de mourir. Farhan fait ce qu'il maîtrise à la perfection. Il échafaude un plan et organise sa mise en œuvre. Farhan appelle son camp de base pour planifier une évacuation médicale. Le plan consiste à récupérer Lise avec un avion de liaison allemand Fissler Storch capturé à l'ennemi. Il doit se poser ici, sur une prairie en pente. L'exploit semble quasi impossible. Lise parvient au site d'atterrissage. Le Fissler Storch surgit à l'horizon et entame son approche pour un atterrissage à très haut risque. Le pilote tente 5 fois de s'opposer. Finalement, le pilote italien parvient miraculeusement à atterrir. Michael Lees est d'abord transporté à Florence, puis en Grande-Bretagne pour être opéré. Il a la vie sauve grâce à Farhan et à la bravoure du pilote italien. Resté dans la montagne, Farhan fait face à un défi de taille. Les Allemands décident de se venger. Ils lancent une contre-attaque massive. Des centaines d'hommes lourdement armés sont envoyés dans la montagne. Farhan se prépare à les accueillir en montant une embuscade. Il rassemble toutes ses armes lourdes. Il les dispose judicieusement pour exploiter au mieux sa position surélevée. Il fait tirer les mitrailleuses lourdes sur les Allemands qui viennent attaquer les partisans. Il mitraille l'ennemi sans que ce dernier puisse les repérer. Les balles suivent une trajectoire en arc qui permet de tirer par-dessus des collines. En même temps, ces hommes envoient des obus de mortier qui ont des effets dévastateurs. Les partisans et les agents du SAS touchent l'ennemi sans le voir. Les Allemands battent rapidement en retraite. Ils laissent de nombreux morts derrière eux. Quelques jours plus tard, Farhan se voit confier une nouvelle mission. L'offensive du printemps est enfin lancée. 900 000 soldats alliés avancent vers le nord de l'Italie. Farhan doit soutenir leur progression en harcelant les Allemands dans le territoire qu'ils occupent. Il doit attaquer les colonnes allemandes et les villages occupés par les Allemands le long de la Nationale 12 qui relie le front à la ville de Modène. Pour ce faire, lui et ses hommes doivent quitter leur forteresse en montagne pour rejoindre la vallée. Ce terrain plat exige un autre type d'opération militaire. Farhan sait parfaitement ce qu'il lui faut. Il demande qu'on lui largue son objet préféré.
Plusieurs jeeps sont parachutés par un bombardier Halifax. Ils les ont largués avec 4 parachutes pour chaque jeep. Et les jeeps ont atterri dans un champ. 4 jeeps lourdement armés. Elles étaient équipées de 2 mitrailleuses Vickers K à l'avant et d'une mitrailleuse américaine de 12 mm à l'arrière de chaque jeep. Les agents du SAS sont de nouveau mobiles. Ils se sentent dans leur élément à bord de ces jeeps surarmés. Ils sillonnent la région et s'attaquent à un grand nombre de colonnes et de garnisons allemandes. Alors que les Alliés approchent, Farhan et ses camarades effectuent des raids éclairs le long de la Nationale 12. Farhan et ses hommes ont fait énormément de mal aux Allemands avec ces attaques surprises. Quand tu entendais un avion, tu avais le temps de te mettre à l'abri. Mais là, les jeeps surgissaient et les hommes mitraillaient les Allemands. Voilà comment ça se passait. À peine surgis, ils sont déjà repartis. Farhan réquisitionne aussi son arme la plus lourde. Le canon Pack-Howitzer de 75 mm. Avec les jeeps, Farhan peut positionner son canon où il veut. Farhan lance son opération la plus audacieuse. Il conduit ses jeeps à cet endroit qui surplombe la ville de Sassuolo. Il fait tirer 70 obus sur des véhicules ennemis ainsi que des bâtiments et des ponts tenus par les Allemands. Farhan disait que c'était le rêve pour un officier d'artillerie de pilonner la cité. Les pauvres Allemands ne voyaient pas d'où venait cette pluie d'obus. Et comme le pont était détruit, ça a créé un embouteillage monstre qui est devenu une cible facile pour les avions. Le petit groupe d'agents du SAS et de partisans remplit à la perfection sa mission de harcèlement. Farhan explique qu'une pluie d'obus déversée par le canon Pack-Howitzer sur une petite ville de garnison derrière les lignes ennemies provoque plus de panique qu'un assaut direct sur l'objectif. Les garnisons allemandes subissaient beaucoup de pertes. Parfois, elles quittaient même les lieux après avoir été pilonnées par surprise sans pouvoir riposter. La tactique donne des résultats extraordinaires. Le groupe de choc répétera 9 fois ce type de pilonnage. Pendant ce temps, les troupes alliées qui avancent infligent défaite sur défaite aux Allemands qui tentent de les stopper. L'offensive du printemps se déroule comme prévu. Après 23 jours de combat, à la fin du mois d'avril 1945, les troupes alliées font la jonction avec le groupe de Farhan. Pour lui et les partisans, la guerre est finie. Ils descendent des montagnes pour accueillir les Alliés et savourer la victoire. Les opérations menées par Farhan et Lise ont contribué au triomphe des Alliés. Mais les deux hommes s'attendent à être sanctionnés. Farhan n'aurait jamais dû être sur place et les deux hommes ont désobéi aux ordres. Au pire, ils risquent la prison, au mieux, un renvoi humiliant de l'armée. Farhan doit s'expliquer pour avoir désobéi.
Mais une surprise l'attend et de taille. Les opérations de guérilla qu'il a menées contre les Allemands ont été si efficaces que les Américains lui remettent une médaille. Farhan reçoit la Légion du Mérite. Son aventure fait honneur au slogan des SAS « Qui ose, gagne ». Pour Farhan, le triomphe est total. Il reçoit aussi l'ordre du service distingué, la croix militaire et 2 barrettes. Lise n'aura pas cette veine. Alors qu'il se remet de ses 3 blessures graves, son dossier au SEE montre la gravité de sa situation. Cet officier a généré beaucoup de problèmes dès le moment où il a été infiltré. Lise est difficile, insubordonné, irrationnel, peu diplomate, irresponsable et autoritaire. Farhan décide de lui venir en aide. Il rédige un rapport détaillé où il met en exergue l'héroïsme de son camarade du SOE. Lise échappe ainsi à la cour martiale. Mais sa carrière est brisée. Après la guerre, il tente d'entrer au MI6, les services secrets britanniques, mais sa candidature est rejetée. Il retourne alors à la vie civile. Mais il y a un groupe qui reconnaît les exploits de Lise. En guise de reconnaissance pour l'opération Tombola, Lise est nommé citoyen d'honneur de la ville proche de Reggio d'Émilie. Il assiste à la pose d'une plaque pour les hommes tombés lors de l'assaut de la Villa Rossi en 1949. En 1985, il est nommé membre honoraire de l'association du régiment SAS. Farhan, l'aventurier, a toutefois du mal à vivre sans la guerre. Il n'a jamais retrouvé l'excitation qu'il a éprouvée en effectuant des opérations avec les SAS au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il reste dans l'armée et est envoyé en Palestine en 1946. Des groupes paramilitaires sionistes se battent pour un État juif et pour le départ de l'administration britannique de Palestine. Les Britanniques sont la cible d'une violente campagne d'attentats à la bombe et d'actions de guérilla. En mai 1947, Farhan est accusé d'avoir assassiné Alexander Rubowitz, un garçon de 16 ans. L'adolescent a été arrêté par une patrouille britannique alors qu'il accrochait une affiche de la résistance. Il est battu à mort avec une pierre. Un chapeau, abandonné sur place, conduit à Farhan. Après une longue bataille juridique, Farhan doit revenir en Palestine pour être jugé. L'ancien agent du SAS est acquitté. Malgré cet épisode, Farhan se relèvera et entamera une nouvelle vie au Canada. Lui et Michael Lees se réfugieront dans la littérature pour raconter leur vie excitante de soldats de l'ombre. Personne ne nie le fait que les deux hommes ont désobéi pour mener à bien l'opération qu'ils avaient planifiée. Mais ils ont eu raison. L'assaut a été un vrai succès. Il est entré dans la légende du SAS
Les deux hommes en sont sortis glorifiés.